hommes ont envie de rester seuls. C'est la raison pour laquelle ils cherchent des êtres qui leur ressemblent, qui leur semblent très d'union avec le reste de la création, avec le reste de la nature. Et en même temps, l'homme de la nature, c'est bien parce qu'il est libéré des contraintes sociales, une espèce de nostalgie. Là, c'est vrai, pardon, c'est celui qui est libéré, qui a vécu avec les animaux, qui a vécu en correspondance avec la nature, qui est bien dans sa peau. Le grand public est fasciné par Bigfoot. Pourquoi ne le saurait-il pas? C'est une créature fascinante, mystérieuse. Beaucoup de gens croient qu'elle cohabite avec nous. Ça serait vraiment chouette si Bigfoot existait. J'adorerais ça, quel scientifique refuserait d'étudier ça? Le problème, c'est que les preuves ne sont pas au rendez-vous. Avril 2013, sur une route de Floride, des automobilistes stupéfaits observent ce qu'ils pensent être un Sasquatch. Ils le photographient, convaincus de ramener enfin la preuve de l'existence de la créature. Des photos comme celle-ci, il en apparaît des dizaines chaque année. Des preuves toujours insuffisantes car suspectes de mise en scène ou d'effets spéciaux. Il faut donc aller plus loin et là encore prélever des traces biologiques. Comme ailleurs dans le monde, les scientifiques américains investis dans la quête du Sasquatch, marginalisés par leurs collègues, n'obtiennent pas les fonds suffisants pour mener eux-mêmes des campagnes de fouilles. Ils se contentent de collecter des échantillons venus de partout et de nulle part. Ils comptent sur les investisseurs privés, comme ce millionnaire canadien. Ici au Canada, Adrian Erickson est le chasseur de Bigfoot local. Homme d'affaires prospère, passionné de chasse et de pêche, il vit plusieurs mois par an à Dutch Lake, au milieu des immenses forêts canadiennes. Si vous réunissiez toutes les personnes qui ont vu un Sasquatch, vous pourriez remplir une ville. Les gens ont le droit de savoir qu'il y a des créatures comme celle-là qui n'ont pas encore été découvertes et qu'elles existent. Donc je me suis dit, bon, mon business marchait bien, je vais utiliser mon argent pour prouver au monde que ces choses-là existent. J'ai pensé que si nous arrivions à avoir de meilleures images que ce que nous avions, c'est-à-dire pas grand-chose, ça devrait leur suffire aux scientifiques. Ces moyens financiers très importants lui ont permis d'engager une équipe comprenant scientifiques et caméramans en quête de preuves de l'existence de l'homme sauvage au cœur des forêts du continent. Des gros moyens pour convaincre enfin la communauté scientifique de l'existence du Yéti américain. Mon grand-père m'a raconté qu'il l'a vu. C'est un homme très large et très grand. J'aimerais bien le voir par moi-même. Si je le vois, alors j'y croirais vraiment. Voir pourquoi. Toute l'histoire du Yéti, en quelques mots. Les équipes internationales sont donc mobilisées. D'un côté, les scientifiques dans leur laboratoire, de l'autre, faute de mieux, les chasseurs de Yéti à la recherche d'échantillons. L'équipe britannique lance sa 5e expédition en Indonésie à la recherche d'Orang Pendek. L'artiste Adèle Morse et le cryptozoologue Richard Freeman sont à Sumatra. L'ouest de cette île, parsemée de volcans, est considéré comme l'un des derniers lieux de vie supposée de la mythique créature. Chaque année, à chaque fois que je reviens ici, il y a toujours plus de champs et moins de forêts tropicales. On peut voir que l'agriculture grignote tout peu à peu. Il y a un risque que Laurent Pendek soit éteint avant même qu'il soit découvert et identifié. Adèle et Richard se rendent dans l'un des villages situés près du mont Kerinci. Ici, Orang Pendek est loin d'être un inconnu. C'est la première étape pour nos chasseurs de monstres, rencontrer des témoins qui affirment avoir aperçu la créature. Merci à tous d'être venus. Moi et ma collègue avons fait tout ce chemin depuis l'Angleterre pour rechercher Laurent Pendek. C'est la 5e fois que je viens ici. Nous voulons prouver son existence et le protéger. Donc, qui d'entre vous ici a vu Laurent Pendek? J'ai vu Laurent Pendek. Sa fourrure était grise. Il faisait 1 mètre de haut et il avait de gros muscles. Orang Pendek était en train de manger des fruits titanes.
que je n'avais jamais vu ça. Avec les éléphants et les tigres, je n'ai jamais peur. Mais un truc comme ça, j'en avais jamais vu. Au fil des rencontres, le portrait de la créature se dessine plus nettement. Avant de mettre la main sur les échantillons, Adèle et Richard ont besoin d'un cadre scientifique sérieux pour leur expédition, car ils doivent séparer les faits et la légende. Pour les aider, ils bénéficient de la précieuse expérience du primatologue indonésien Ahmad Yanua. Dans cette zone, ils ont vu 3 ou 5 individus qui bondissaient au sommet des arbres. Ils ont dit que c'était leur ennemi. Et leur description du visage et de la corpulence correspondait à celui d'un orang-outan? Plutôt ressemblant à un orang-outan. Il a environ 60% de ses caractéristiques. En tant que primatologue, considérez-vous que l'orang-pendek existe en tant qu'espèce? Les descriptions des témoins concorient. L'orang-pendek existe peut-être dans certains endroits. Mais ailleurs, il est sûrement éteint. Peut-être qu'il vit encore quelque part dans le parc national de Karachi Selvage. C'est une zone immense. Richard et Adèle se lancent sur les traces d'Orang Pendek. C'est sur les épaules d'une artiste et d'un cryptozoologue que repose désormais l'espoir de trouver une preuve de l'existence du singe oublié sous-marin. Richard et Adèle, accompagnés de guides et d'alpinistes locaux, vont devoir gravir la ceinture de volcans éteints derrière laquelle débute la végétation intacte du parc national de Karachi-Sepat, le plus vaste d'Indonésie. Ils partent donc avec les moyens du bord, sans aucun financement sinon leur propre denier. C'est le destin des chasseurs de Yétis sur lesquels comptent les scientifiques, faute de mieux. Ils vont tenter de surprendre l'orang pendek avec quelques instruments, quelques notions techniques, au cœur d'une nature immense et souvent hostile. Un véritable acte de foi, une croyance profonde qui dépasse de loin les probabilités rationnelles de croiser la tête. Mais ces expéditions ne sont pas inutiles, car tout le monde est d'accord, il est encore possible aujourd'hui de découvrir une nouvelle espèce. L'espoir d'une telle découverte est bien la motivation principale de cette quête mondiale du Yéti. Après 2 jours d'un trajet éprouvant, Adèle et Richard atteignent une rive éloignée du lac Gunung-Tuju, d'où provient la grande majorité des témoignages sur l'orang pendek. Situé à plus de 2000 mètres d'altitude, ce lac s'est formé dans un ancien cratère volcanique. La forêt qui l'entoure est restée la même depuis plusieurs dizaines de